Bonsoir à tous. Dites-moi d'où m'écoutez-vous ce soir? De quelle ville, de quel coin de la France, ou peut-être d'un autre pays? Quelle est la température chez vous en ce moment? Ici, il fait froid, un froid qui semble venir de la mer. Installez-vous confortablement, car ce soir nous allons remonter en 1965 sur les côtes brumeuses de Normandie, là où la famille Bellamy a disparu sans laisser de traces. La mer avait cette couleur de plomb fondu qu'elle prenait toujours en octobre, quand les touristes désertaient Saint-Aubin-sur-Mer et que le village retrouvait son visage véritable, celui d'un endroit oublié par le temps, suspendu entre les falaises crayeuses et l'horizon gris. Les mouettes criaient moins, les rues se vidaient dès 17 heures, et la brume montait des galets comme une respiration fantomatique, enveloppant les maisons basses aux volets clos. La demeure des Bellamy se dressait au bout de la rue des Écoles, légèrement en retrait, protégée par une haie de Troène qui avait besoin d'être taillée depuis des semaines. C'était une bâtisse modeste mais soignée, avec ses murs de pierre blonde et ses volets bleu marine que M. Bellamy repeignait chaque printemps. Une maison qui respirait l'ordre et la respectabilité, le genre de maison où rien de terrible ne pouvait arriver. Le mardi 19 octobre 1965, à 19h30, la lumière du salon brillait encore à travers les rideaux de dentelle. Madame Rousseau, qui revenait de chez l'épicier Dubois avec 1 kilo de pommes de terre dans son cabas, l'avait remarqué en passant. Elle avait même entendu de la musique, cette émission de variété que Madame Bellamy aimait tant, diffusée sur Europe 1, des voix joyeuses, des rires préenregistrés, la vie ordinaire d'un mardi soir. À 20h15, M. Lebrun, le facteur à la retraite qui promenait son chien tous les soirs à la même heure, avait vu M. Bellamy rentrer du port. Il portait son ciré jaune maculé d'écailles de poisson et sa casquette de marin. Il avait salué Lebrun d'un geste de la main avant de pousser le portillon de son jardin. Le chien n'avait aboyé une seule fois brusquement, puis s'était tu, les oreilles rabattues, refusant d'avancer davantage. Lebrun avait trouvé cela étrange, mais n'y avait pas pensé plus longtemps. À 23h47, l'horloge de la salle à manger s'était arrêtée. Personne ne le savait encore. Le lendemain matin, mercredi 20 octobre, le brouillard était si dense qu'on ne voyait pas à 3 mètres. Madame Rousseau sortit vers 8 heures pour aller chercher son pain. En passant devant chez les Bellamy, elle s'arrêta net. La porte d'entrée était grande ouverte, pas entrebâillée, ouverte, battant contre le mur sous les bourrasques timides du vent marin. Elle resta immobile un instant, son cabas serré contre sa poitrine, le cœur battant déjà trop vite. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait dans ses os, dans l'air lui-même, qui semblait plus froid devant cette maison qu'ailleurs dans la rue. « Madame Bellamy » appela-t-elle d'une voix hésitante. Aucune réponse. Seulement le cri lointain d'une mouette et le murmure sourd de la mer. Elle s'approcha, franchit le portillon qui grinça doucement. Le jardin était impeccable comme toujours, les rosiers taillés, l'allée de gravier ratissée, rien de dérangé. Mais cette porte ouverte, cette porte béante sur l'obscurité du couloir. « Monsieur Bellamy, il y a quelqu'un » Elle passa le seuil. L'odeur la frappa immédiatement. Non pas une odeur de mort ou de violence, mais quelque chose de plus subtil, une odeur de renfermé, de temps suspendu, comme si personne n'avait respiré ici depuis des jours. Pourtant, la lumière du salon était encore allumée. La radio était éteinte maintenant, mais on sentait qu'elle avait fonctionné récemment. Madame Rousseau avança dans le couloir, ses semelles crissant sur le carrelage. À sa gauche, le salon, à sa droite, la salle à manger. Elle tourna la tête vers la salle à manger et son sang se glaça. La table était mise. 4 assiettes, 4 verres, 4 couverts parfaitement alignés. Au centre, une soupière encore fumante. Non, impossible. Elle ne pouvait plus fumer après toute une nuit, mais la vapeur semblait danser au-dessus du couvercle en porcelaine blanche. Des pommes de terre, des carottes, des morceaux de bœuf flottaient dans un bouillon doré. Le pain était coupé, les serviettes pliées. Une des chaises était renversée. Madame Rousseau porta la main à sa bouche. Ses jambes tremblaient. Elle fit le tour de la table lentement, comme dans un cauchemar. Les assiettes étaient vides. Personne n'avait commencé à manger. Les verres remplis d'eau claire. Tout était prêt pour un repas qui n'avait jamais eu lieu. Sur le buffet, l'horloge murale marquait 23h47. Le balancier pendait immobile. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Elle monta les escaliers en s'accrochant à la rampe. Le souffle court. À l'étage, 2 chambres, celle des enfants d'abord. Les lits étaient faits au carré, les jouets rangés. Sur la table de nuit d'Émilie,
Sa poupée favorite la regardait avec ses yeux de verre bleu. Sur celle de Thomas, un livre de Jules Verne ouvert à la page 23. La chambre des parents était tout aussi ordonnée. Le lit fait. Les vêtements suspendus dans l'armoire. Les chaussures alignées sous la fenêtre. Sur la table de chevet de Madame Bellamy, une photo de famille dans un cadre argenté les montrait tous les quatre sur la plage, souriant au soleil. C'était l'été dernier. Madame Rousseau redescendit les marches en s'accrochant au mur. Elle sortit de la maison en courant et alla directement à la gendarmerie. L'inspecteur Martin arriva 1 heure plus tard. C'était un homme maigre, aux cheveux gris, au visage creusé par 20 ans de service dans la police nationale. Il avait vu des accidents de voiture, des noyades, des règlements de compte entre pêcheurs ivres. Mais ce qu'il découvrit dans la maison Bellamy le troubla d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Il fit le tour des pièces méthodiquement, prenant des notes dans son carnet noir. Pas de traces de lutte, pas de sang, pas de désordre. Les portes et fenêtres étaient intactes, aucun signe d'effraction. Les objets de valeur étaient à leur place. La montre en or de M. Bellamy sur la commode, le service en argent dans le buffet, les économies de la famille dans une boîte en fer blanc cachée sous le lit, 3000 francs, une petite fortune pour des gens modestes. C'est comme s'il s'était évaporé, dit le jeune gendarme Leblanc en se signant. Martin le regarda avec irritation. On ne s'évapore pas. Il y a toujours une explication. Mais en son fort intérieur, quelque chose le dérangeait profondément. Il avait enquêté sur des disparitions. Il savait qu'il y avait toujours des indices, un détail oublié, une trace de panique, un objet manquant. Ici, il n'y avait que de l'ordre. Un ordre parfait. Un ordre mort. Il s'assit à la table de la salle à manger et fixa la soupière. Il souleva le couvercle. Le bouillon était froid maintenant, figé en une pellicule graisseuse à la surface. Il plongea une cuillère dedans et goûta. Sel, laurier, thym, un pot-au-feu classique, rien d'anormal. Interrogez tout le village, m'ordonna-t-il à Leblanc. Quelqu'un a bien dû voir quelque chose. Les interrogatoires commencèrent dès l'après-midi. Martin installa son quartier général dans l'arrière-salle du café de la Marine, le seul établissement ouvert toute l'année. Les villageois défilèrent un par un, chacun apportant son témoignage fragmentaire, son bout de réalité qui ne s'emboîtait avec rien. Madame Dubois, l'épicière, jura avoir vendu des légumes à Madame Bellamy le lundi après-midi. Elle était comme d'habitude, souriante. Elle m'a parlé du prochain spectacle de l'école. Sa petite Émilie devait réciter un poème, rien d'inhabituel, aucun signe d'angoisse ou de préoccupation. Monsieur Garnier, l'instituteur, confirma qu'Émilie et Thomas étaient venus à l'école le mardi matin. Thomas était un peu distrait, mais c'est un enfant rêveur. Émilie était gaie comme un pinson. Ils étaient repartis à 16h30 comme tous les autres enfants. Le patron du bistrot du port se souvenait d'avoir servi un café à Monsieur Bellamy vers 17h. Il avait vendu une bonne quantité de sol ce jour-là. Il était content. On a parlé de la météo, des marées. Rien d'extraordinaire. Personne n'avait rien vu. Personne n'avait rien entendu. La famille Bellamy avait vécu une journée absolument normale avant de disparaître dans le néant. Puis vint le tour du vieux Marcel. Marcel Lefebvre avait 75 ans. Ancien pêcheur de homards, il vivait seul dans une cahute délabrée au pied des falaises, survivant avec sa maigre pension et quelques conserves. Les enfants du village l'appelaient « le fou des rochers », parce qu'il passait ses journées à fixer la mer en marmonnant des choses incompréhensibles. Mais Martin savait que les fous voient parfois ce que les autres refusent de voir. Marcel entra dans l'arrière-salle en traînant les pieds, son corps courbé par l'arthrite et les années de vent salé. Il s'assit lourdement et alluma sa pipe, sans demander la permission. « Alors, Marcel, » commença Martin d'un ton neutre, « on me dit que vous avez vu quelque chose. » Le vieil homme tira une longue bouffée, ses yeux chassieux fixés sur un point invisible au-delà des murs. « Je l'ai vu, » dit-il simplement. « Vous avez vu quoi ?»« La silhouette. » Martin soupira intérieurement mais nota soigneusement. « Quelle silhouette? Où? Quand ?»« Le lundi soir, vers 20h. J'étais sur mon banc, comme tous les soirs. » Marcel désigna vaguement la direction des falaises. Elle était là-haut, immobile. Un homme? Une femme? Marcel secoua lentement la tête. Ni l'un ni l'autre, quelque chose, d'autre. Décrivez-la. Le vieil homme ferma les yeux. Grande, très grande. Ou alors c'était la manière dont elle se tenait qui donnait cette impression, enveloppée dans quelque chose de sombre, un manteau peut-être, ou une cape. Je ne sais pas.
Il rouvrit les yeux et les planta dans ceux de Martin. Mais ce que je sais, c'est qu'elle regardait la maison des Bellamy, sans bouger, pendant plus d'1 heure. Vous êtes sûr que c'était leur maison qu'elle regardait? Certain. J'ai suivi la direction de son regard. Elle fixait leur fenêtre, comme si elle attendait quelque chose, ou quelqu'un. Martin nota tout cela avec un scepticisme croissant. Et ensuite, la brume est montée et je ne l'ai plus vue. Quand la brume s'est dissipée, elle avait disparu. Vous ne l'avez pas revue? Non, mais... Marcel hésita, mordillant le tuyau de sa pipe. J'ai senti sa présence, toute la nuit de mardi. Quelque chose rôdait sur ces falaises. Quelque chose qui n'était pas humain. Qu'un Marcel, dit Martin avec patience. Vous avez bu ce soir-là? Le vieil homme le foudroya du regard. Je n'étais pas ivre, et je ne suis pas fou non plus, quoi qu'on raconte. Mon père était pêcheur avant moi, mon grand-père aussi. Nous connaissons cette côte mieux que quiconque, et nous savons que parfois la mer prend. Prend quoi? Les âmes, les familles, les maisons entières, si elle le veut. Marcel se pencha en avant, sa voix se réduisant à un murmure rauque. Mon père a disparu sur ces falaises en 1923. On n'a jamais retrouvé son corps. Ma cousine Jeanne s'est jetée du haut de la falaise des Oiseaux en 1937. Son corps a été retrouvé 3 mois plus tard, à 20 kilomètres au nord. Et savez-vous ce qu'on a trouvé dans ses poches? Martin attendit. Des coquillages, plein de coquillages, comme si quelqu'un les avait placés là, comme si quelque chose l'avait emporté sous les vagues et l'avait gardé. Un long silence suivit. Martin referma son carnet. « Merci, Marcel. Si vous voyez ou entendez quoi que ce soit d'autre, prévenez-moi. » Le vieil homme se leva péniblement et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna une dernière fois. « Inspecteur, vous feriez mieux de ne pas entrer dans cette maison la nuit. Certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais. » Après son départ, Leblanc déclara « Il est complètement cinglé. » Mais Martin ne répondit pas. Il pensait à cette silhouette sur les falaises, à cette porte ouverte, à cette table mise pour un repas qui n'avait jamais été consommé. Le soir venu, il décida de retourner à la maison Bellamy seul. Il voulait la voir de nuit, la sentir respirer dans l'obscurité. Quelque chose lui échappait, un détail, une présence, une vérité tapie dans les ombres. Il arriva vers 22 heures. La lune était cachée derrière les nuages, et seul le halo blafard de sa lampe torche éclairait le jardin. Il poussa la porte qui grinça, ce grincement qu'il entendrait dans ses cauchemars pendant des années. L'intérieur était exactement comme il l'avait laissé, mais quelque chose avait changé, l'atmosphère, la température, comme si la maison avait attendu. Il monta à l'étage, balayant les chambres avec sa lampe. Rien. Il redescendit et s'arrêta devant la salle à manger. La table était toujours mise, l'horloge toujours arrêtée à 23h47. Il s'assit sur la chaise qui n'avait pas été renversée et éteignit sa lampe. L'obscurité l'engloutit immédiatement. Une obscurité si dense qu'elle semblait solide, palpable. Il écouta le vent dans les volets, le grincement des poutres, et puis autre chose, un murmure. Martin se figea. C'était à peine audible, comme une respiration ou un chuchotement lointain. Cela venait de partout et de nulle part à la fois. Il ralluma sa lampe d'un geste brusque. Rien, la salle était vide. Mais sur la table, quelque chose avait changé. Il en était certain. Les assiettes étaient-elles dans la même position? Les verres remplis au même niveau? Il ne pouvait pas le prouver, mais il sentait qu'un détail infime s'était modifié pendant ces quelques secondes d'obscurité absolue. Il quitta la maison rapidement, presque en courant, et ne respira normalement qu'une fois dehors, sous le ciel étoilé. Les jours suivants, l'enquête piétina. Martin interrogea tous les habitants dans un rayon de 10 kilomètres. Il fit draguer le port et inspecter les grottes accessibles à marée basse. Il contacta les gendarmeries voisines, les hôpitaux, les asiles. Rien. Les Bellamy s'étaient volatilés sans laisser la moindre trace. La presse s'empara de l'affaire. Les journalistes débarquèrent de Paris, installant leurs trépieds sur la place du village, interviewant n'importe qui acceptait de parler. Madame Rousseau devint une petite célébrité locale, répétant son histoire à qui voulait l'entendre. Le vieux Marcel refusa obstinément de parler aux journalistes, les chassant à coups de canne quand ils s'approchaient trop près de sa cabane. Le 1er novembre, jour de la Toussaint, une découverte troublante fut faite. Une institutrice de l'école primaire,
Mademoiselle Laurent vint trouver Martin avec un objet qu'elle avait trouvé dans le bureau de Thomas Bellamy. C'était un cahier de dessin. Les premières pages montraient des dessins typiques d'un enfant de 9 ans. Des bateaux, des poissons, des maisons colorées. Mais plus on avançait dans le cahier, plus les dessins devenaient étranges. À partir de la page 15, Thomas avait commencé à dessiner toujours la même chose. Une porte. Une grande porte noire, sans poignée, plantée au milieu de nulle part. Autour, des vagues qui montaient très haut, qui semblaient vouloir avaler la porte. Et dans certains dessins, on distinguait une silhouette, longue, sombre, sans visage, debout devant la porte. Sous chaque dessin, la même phrase répétée avec une écriture de plus en plus tremblante. La porte sous les vagues, la porte sous les vagues, la porte sous les vagues. Depuis quand dessinait-il ça? Demanda Martin. Je l'ai remarqué il y a environ 3 semaines, répondit mademoiselle Laurent, visiblement troublée. Je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a dit que c'était un rêve, qu'il le faisait toutes les nuits. Et sa sœur, elle a dit quelque chose? Émilie, mademoiselle Laurent hésita. Émilie a commencé à faire des cauchemars aussi. Elle pleurait souvent en classe. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui regardait leur maison la nuit. Une dame très grande qui ne bougeait jamais. Martin sentit un frisson glacé descendre le long de sa colonne vertébrale. La silhouette sur les falaises, les enfants l'avaient vue aussi. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit avant? Je pensais que c'était l'imagination des enfants. Vous savez comment ils sont à cet âge, ils inventent des histoires. Martin prit le cahier et le feuilleta lentement. Page après page, la porte noire, les vagues, la silhouette et cette phrase obsédante qui se répétait comme une incantation. La porte sous les vagues. Il y a autre chose, ajouta mademoiselle Laurent à voix basse. La veille de leur disparition, Thomas est resté après la classe. Il voulait me montrer quelque chose. Quoi? Elle sortit une feuille pliée de son sac. Martin la déplia. C'était un dessin plus grand, plus détaillé. On y voyait la maison des Bellamy vue de l'extérieur. Les fenêtres étaient éclairées et on distinguait 4 silhouettes à l'intérieur. La famille. Mais devant la maison, il y en avait une 5e. Une silhouette immense, noire, qui s'étendait depuis le sol jusqu'au ciel, et de cette silhouette partirent des lignes, des sortes de fils, qui entraient par les fenêtres et se connectaient aux 4 personnes à l'intérieur, comme des marionnettes attachées à leurs ficelles. « Mon Dieu !» murmura Martin. Ce soir-là, il retourna voir le vieux Marcel. Il le trouva assis sur son banc habituel, fumant sa pipe en contemplant la mer Noire. « Marcel, » dit Martin en s'asseyant à côté de lui, « parlez-moi de la mer. Parlez-moi de ce qu'elle prend. » Le vieil homme continua à fumer en silence pendant un long moment. Puis il parla, sa voix presque couverte par le bruit des vagues. « Il y a des endroits où le monde est plus mince, où ce qui est dessous peut parfois remonter. Les anciens le savaient. C'est pour ça qu'ils ne construisaient jamais trop près du bord. C'est pour ça qu'ils ne regardèrent jamais la mer trop longtemps après la tombée de la nuit. Qu'est-ce qui remonte? Des choses qui n'ont pas de nom, des choses qui existaient avant nous et qui existeront après nous. » Marcel cracha dans les galets. « Mon grand-père m'a raconté une histoire. En 1876, il y a eu une tempête terrible. Elle a duré 3 jours. Quand c'est fini, une famille entière avait disparu de Luc-sur-Mer. Les Mercier, 6 personnes. On a retrouvé leur maison intacte, la porte ouverte, la table mise, exactement comme les Bellamy. Qu'est-ce qui leur est arrivé? On ne l'a jamais su. Mais 2 semaines plus tard, un pêcheur a remonté quelque chose dans ses filets. » Marcel se tourna vers Martin, ses yeux brillants dans l'obscurité. Un livre tout neuf, alors qu'il était censé être sous l'eau depuis des jours. Et dedans, écrit à l'encre fraîche, un seul mot répété sur toutes les pages. « Viens !» Martin sentit sa gorge se serrer. « Vous pensez que c'est la même chose? Je pense que certaines choses habitent ces falaises, ces grottes, ces profondeurs. Je pense qu'elles observent. Et parfois, elles choisissent. Choisissent quoi? Qui emmener? » Le silence retomba entre eux, seulement brisé par le ressac éternel de la mer. « Il y a une grotte, » dit finalement Marcel, « au pied de la falaise des oiseaux. On ne peut y accéder qu'à marée basse pendant 1 heure, 2 fois par jour. Mon père m'y a emmené une fois quand j'étais enfant. Il voulait me montrer quelque chose. Quoi? Des marques, sur les parois, des symboles très anciens, et au fond de la grotte une porte en pierre scellée dans la roche. Mon père m'a dit de ne jamais essayer de l'ouvrir, de ne jamais même la toucher. Parce que derrière cette porte, il y a quelque chose qui attend, quelque chose qui veut sortir. » Martin resta silencieux un long moment,
digérant ces paroles qui lui semblaient appartenir à un conte pour enfants plutôt qu'à une enquête policière. Et pourtant, vous pouvez m'y emmener? Marcel secoua la tête. Je n'y suis pas retourné depuis 50 ans, et je n'ai pas l'intention d'y retourner avant ma mort. Dites-moi où elle est. Le vieil homme hésita, puis désigna un point sur les falaises, vers le nord. Là-bas. Vous verrez une formation rocheuse qui ressemble à un visage. La grotte est juste en dessous. Mais n'y allez pas, inspecteur. Certaines vérités sont trop lourdes à porter. Martin se leva. J'ai besoin de comprendre ce qui est arrivé à cette famille. Vous ne comprendrez jamais, répondit Marcel avec tristesse, parce que ce qui leur est arrivé ne peut pas être compris avec la raison. Cela doit être accepté, comme on accepte la mort, ou l'hiver, ou la mer elle-même. Mais Martin était déjà parti, descendant vers les rochers, sa lampe torche à la main. Il consulta l'horaire des marées affichées à la capitainerie. Marée basse le lendemain à 6h45 du matin. Il aurait 1 heure, peut-être moins. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta assis dans sa chambre d'hôtel, le cahier de Thomas ouvert devant lui, regardant cette porte noire répétée encore et encore, la porte sous les vagues. À l'aube, il était déjà sur les rochers, attendant que la mer se retire. L'aube se leva dans une symphonie de gris. Gris perle, gris ardoise, gris cendre. La mer se retirait lentement, découvrant son ventre de roches noires et d'algues poisseuses. Martin descendit prudemment le long de la falaise, s'agrippant aux aspérités de la pierre calcaire, ses semelles glissant sur le varech humide. L'air sentait le sel, l'iode et quelque chose de plus ancien, une odeur minérale qui semblait émaner des profondeurs de la terre elle-même. La formation rocheuse que Marcel avait décrite se dressait devant lui, sculptée par des millénaires d'érosion. Effectivement, on aurait dit un visage, 2 cavités sombres pour les yeux, une fissure verticale pour la bouche, figée dans une expression d'horreur silencieuse. Martin sentit un malaise diffus l'envahir, mais il continua, contournant le promontoire rocheux. Et il la vit. L'entrée de la grotte était étroite, à peine plus large que ses épaules, dissimulée derrière un rideau de fucus qui pendait comme des cheveux mouillés. Il alluma sa lampe torche et s'engouffra dans l'ouverture, courbant le dos pour ne pas se cogner contre le plafond bas. L'intérieur sentait l'humidité et le renfermait. Ses pas résonnaient sur la pierre glissante. Des flaques d'eau de mer stagnaient dans les creux, reflétant le faisceau de sa lampe comme autant d'yeux liquides. Les parois suintaient. Quelque chose craquait sous ses semelles, des coquillages brisés, des carapaces de crabes, des débris indéfinissables. Il progressa pendant une dizaine de mètres. Le tunnel s'élargissait progressivement, débouchant sur une cavité plus vaste. Martin balaya l'espace avec sa lampe et se figea. Les parois étaient recouvertes de marques. Pas des graffitis modernes, ni même des inscriptions récentes. C'étaient des symboles gravés profondément dans la roche, patinés par le temps et le sel. Des spirales, des cercles concentriques, des formes qui ressemblaient à des vagues ou à des serpents enlacés. Et partout, répété encore et encore, un motif qui glaça le sang de Martin, une porte. Une simple porte rectangulaire gravée dans la pierre, toujours la même, parfois seule, parfois entourée de ces vagues serpents. Exactement comme dans les dessins de Thomas. Martin s'approcha d'une paroi et passa ses doigts sur les gravures. Elles étaient anciennes, très anciennes, bien plus que quelques décennies, des siècles peut-être. Qui avait fait ça et pourquoi? Il continua à avancer et c'est alors qu'il la vit, au fond de la grotte, là où le faisceau de sa lampe ne portait presque plus. La porte. Pas une porte dessinée, une vraie porte. Elle était taillée dans un seul bloc de pierre noire, une roche qui ne ressemblait à rien de ce qu'il connaissait. Pas de granit, pas de basalte. Quelque chose de plus dense, de plus sombre, qui semblait absorber la lumière plutôt que la réfléchir. Elle mesurait environ 2 mètres de haut et était parfaitement rectangulaire, enchâssée dans la paroi rocheuse, comme si elle en faisait naturellement partie, ou comme si elle avait été là bien avant la falaise elle-même. Pas de poignée. Pas de serrure. Pas de charnière visible, juste cette surface lisse et noire légèrement bombée sur laquelle couraient d'autres symboles gravés, les mêmes que sur les murs, mais plus profonds, plus complexes, formant des motifs labyrinthiques qui donnaient le vertige quand on essayait de les suivre du regard. Martin s'approcha lentement, hypnotisé. Il tendit la main vers la pierre. Elle était froide, glaciale même, et elle vibrait, imperceptiblement, mais elle vibrait.
comme si quelque chose de l'autre côté respirait ou attendait. Il retira sa main brusquement et recula d'un pas. Son cœur battait trop vite. Sa respiration était courte, une peur primitive, viscérale, remontait du plus profond de ses entrailles. Cette peur ancestrale que ressentaient les premiers hommes devant l'inconnu, devant ce qui ne devrait pas être. Et puis, il entendit un murmure, exactement le même que celui qu'il avait entendu dans la maison Bel-Ami. Ce chuchotement à peine audible qui semblait venir de partout et de nulle part. Mais ici, dans cette grotte, il était plus fort, plus distinct, et il prononçait des mots. Martin tendit l'oreille, retenant son souffle. Les mots n'étaient pas en français, pas en anglais non plus, pas dans une langue qu'il connaissait. C'étaient des sons gutturaux, liquides, qui coulaient comme de l'eau ou comme du sang, qui se répétaient en une mélopée hypnotique. Et soudain, au milieu de cette litanie incompréhensible, il entendit un nom. Bel-Ami. Il se figea, tous ses muscles tendus. Bel-Ami, Bel-Ami, viens, viens à la porte. Les mots maintenant étaient en français, mêlés aux sons étranges, comme si quelque chose apprenait à parler, comme si une intelligence alien essayait de former des phonèmes humains. La porte est ouverte. La porte attend. Viens, Martin recula encore, son dos heurtant la paroi humide. La voix continuait de plus en plus claire, de plus en plus insistante. Tu veux savoir, tu veux comprendre... Viens, non, murmura Martin, et le son de sa propre voix le ramena à la réalité. Il tourna les talons et courut vers la sortie, manquant de glisser plusieurs fois sur la pierre mouillée. Le murmure le suivait, résonnant contre les parois, amplifié par l'acoustique de la grotte. Reviens, reviens. La porte se souvient. La porte attend. Il émergea à l'air libre en haletant, le cœur près d'exploser. La mer avait déjà commencé à remonter. Dans 20 minutes, l'entrée de la grotte serait submergée. Il escalada la falaise avec une énergie née de la terreur pure, s'écorchant les mains sur la pierre, ne s'arrêtant qu'une fois en haut, en sécurité, sous le ciel qui s'éclaircissait lentement. Il se retourna et regarda en bas. L'entrée de la grotte avait déjà disparu sous les vagues, comme si elle n'avait jamais existé, comme si tout cela n'avait été qu'un cauchemar. Mais ses mains tremblaient, et il entendait encore cette voix dans sa tête. La porte se souvient. Il retourna à la gendarmerie dans un état second. Leblanc le trouva assis à son bureau, fixant le vide, les vêtements trempés et couverts d'algues. « Inspecteur, vous allez bien? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Martin mit plusieurs secondes à répondre. « Fermez l'affaire. » « Quoi ?» J'ai dit, « Fermez l'affaire Bel-Ami. » Mais... On ne peut pas. On n'a aucune explication, aucun corps, rien. Martin leva les yeux vers lui. Son regard était celui d'un homme qui avait vu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Exactement. On n'a rien. On ne trouvera rien. Classez ça en disparition inexpliquée et laissez tomber. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette grotte? Rien. Je n'ai rien trouvé. Et vous non plus. C'est compris. Leblanc acquiesça lentement, troublé par le ton de son supérieur. Martin quitta Saint-Aubin-sur-Mer le lendemain. Il demanda sa mutation pour Paris et ne remit jamais les pieds dans ce village. Officiellement, l'affaire Bel-Ami resta ouverte mais sans suite. Aucune piste sérieuse. Aucun suspect. Les 4 membres de la famille avaient simplement cessé d'exister. Les mois passèrent. Les journalistes se lassèrent. Les villageois apprirent à vivre avec ce mystère, cette plaie ouverte dans leur quotidien. La maison des Bel-Ami resta vide. Personne ne voulait l'acheter. Personne ne voulait même passer devant après la tombée de la nuit, parce que certains juraient qu'on y voyait encore de la lumière parfois, qu'on entendait des voix, qu'on sentait une présence. Madame Rousseau, qui avait découvert la disparition, mourut 6 mois plus tard d'une crise cardiaque. Ses derniers mots, selon l'infirmière qui l'assistait, furent « La porte, fermez la porte ». Le vieux Marcel vécut encore 2 ans. On le retrouva mort sur son banc, face à la mer, sa pipe éteinte à ses pieds. Son visage portait une expression étrange. Pas de peur, mais quelque chose comme de la résignation, ou de l'acceptation. Et dans sa poche, les gendarmes trouvèrent un caillou noir, parfaitement lisse, qui ne ressemblait à aucune roche de la région. Les années s'écoulèrent. 1970, 1980, 1990. Saint-Aubin-sur-Mer changea lentement. Le tourisme se développa. De nouvelles maisons furent construites. Les anciennes familles de pêcheurs disparurent peu à peu, remplacées par des Parisiens en quête de résidences secondaires.
Le monde moderne effaça progressivement la mémoire du passé. Mais la maison Bellamy demeurait, intouchée, inviolée. Oh, il y eut bien quelques tentatives. En 1973, un promoteur immobilier voulut la racheter pour la rénover. Il passa une nuit sur place pour évaluer l'état de la structure. On le retrouva le lendemain matin, assis dans la salle à manger, fixant la table vide, incapable de parler. Il quitta le village dans l'après-midi et ne revint jamais. Quand on lui demanda ce qui s'était passé, il secoua simplement la tête et dit « Il y a quelque chose dans cette maison. Quelque chose qui attend. » En 1985, un groupe d'adolescents du village décida d'y entrer un soir d'Halloween pour faire les braves. Ils brisèrent une vitre de la cuisine et s'introduisirent dans la maison désertée. 3 d'entre eux ressortirent en courant au bout de 10 minutes, pâles et tremblants. Le 4e, un garçon de 16 ans nommé Antoine, resta à l'intérieur. « Antoine, sors de là !» hurlèrent ses amis. Mais Antoine ne bougeait pas. Il était debout dans le couloir, visible à travers la porte ouverte, immobile, regardant quelque chose qu'eux ne pouvaient pas voir. « Antoine !» Il tourna lentement la tête vers eux et il sourit. Un sourire qui n'était pas le sien. Un sourire trop large, trop fixe, qui ne touchait pas ses yeux. « Il faut que je reste, » dit-il d'une voix étrangement calme. « Elle m'a appelé. Elle m'appelle depuis toujours. » Ses amis paniquèrent et allèrent chercher les gendarmes. Quand ils revinrent 20 minutes plus tard, Antoine était assis à la table de la salle à manger, exactement comme l'était le promoteur immobilier 12 ans auparavant. Il ne parlait plus. Il regardait simplement l'horloge arrêtée à 23h47. On dut le sortir de force. Il hurla. Il se débattit avec une force surhumaine. Il fallut 3 hommes pour le maîtriser. Et pendant qu'ils le traînèrent dehors, il criait « Non, je dois rester, je dois attendre, la porte va s'ouvrir, la porte va s'ouvrir !» Antoine passa 6 mois en psychiatrie. Quand il en sortit, il n'était plus le même. Il ne riait plus, ne souriait plus. Il passait ses journées à dessiner. Toujours la même chose, une porte noire, des vagues, une silhouette, exactement comme Thomas Bellamy. En 2000, la mairie décida enfin d'agir. La maison était devenue une verrue, un rappel constant de cette tragédie jamais élucidée. Le maire, nouvellement élu, un homme pragmatique qui ne croyait pas aux histoires de bonnes femmes, ordonna la démolition. Les ouvriers arrivèrent un lundi matin avec leurs pelleteuses. Mais quand ils voulurent entrer pour vider la maison, avant de la raser, ils refusèrent tous, l'un après l'autre. « Il y a quelqu'un dedans », dit le contremaître. « Quoi ? Je le jure. J'ai vu bouger à l'étage. » Une ombre. Le maire soupira et entra lui-même, accompagné de 2 gendarmes. Ils fouillèrent toute la maison. Aucune trace d'intrusion, aucune présence. Mais tous les 3 ressentirent la même chose, cette sensation d'être observés, cette impression que les murs eux-mêmes respiraient. La démolition n'eut jamais lieu. Le maire prétendit un problème administratif. Mais en vérité, il ne voulait plus s'approcher de cette maison. Plus jamais. Et puis vint l'année 2025. Léna Mercier était documentariste. Elle s'était fait un nom en réalisant des reportages sur des affaires criminelles non résolues. Quand elle tomba sur l'histoire de la famille Bellamy en faisant des recherches dans les archives nationales, elle sut immédiatement qu'elle tenait quelque chose d'exceptionnel. Une famille entière volatilisée. Aucune explication, aucun corps. 60 ans plus tard, toujours rien. C'était le genre d'histoire qui obsédait les gens, qui générait des théories infinies, qui refusaient de mourir. Elle convainquit Jules, son caméraman et compagnon, de l'accompagner à Saint-Aubin-sur-Mer pour tourner un documentaire. « Ce sera notre meilleur travail », lui dit-elle avec enthousiasme. « On va enfin résoudre ce mystère. » Jules était moins convaincu. Il avait lu les articles, il avait vu les photos de cette maison vide. Il y avait quelque chose dans cette histoire qui le mettait mal à l'aise. Mais il aimait Léna et il la suivit. Ils arrivèrent à Saint-Aubin-sur-Mer un jeudi après-midi de novembre. Le village avait changé depuis 1965, mais certaines choses demeuraient, les falaises, la mer, et cette maison au bout de la rue des Écoles, recouverte de lierre, les volets pourris pendant de guingois, le jardin envahi par les ronces. « Mon Dieu !» murmura Léna en la voyant pour la première fois. C'est exactement comme sur les photos, comme si le temps s'était arrêté. Ils commencèrent par interviewer les plus anciens habitants. Peu acceptèrent de parler. Ceux qui le firent racontèrent les mêmes histoires. La disparition, les recherches infructueuses, les phénomènes étranges.
Une vieille femme qui avait été à l'école avec Émilie Bellamy pleura en racontant ses souvenirs. « C'était ma meilleure amie », dit-elle entre deux sanglots. La veille de sa disparition, elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit « Il y a une dame qui nous regarde. Elle veut qu'on aille quelque part. » Je lui ai demandé où. Elle a répondu « Sous les vagues, là où il y a la porte ». Léna et Jules obtinrent aussi l'autorisation de consulter les archives de la gendarmerie. Ils découvrirent le dossier Bellamy, épais de plusieurs centaines de pages, mais étrangement incomplet. De nombreux documents manquaient. Et surtout, il n'y avait aucune mention de l'inspecteur Martin après 1966, comme s'il avait simplement disparu lui aussi. « On doit entrer dans la maison », dit Léna le troisième soir. Jules la regarda avec inquiétude. « Tu es sûr? Tous ceux qui y sont entrés en ressortent changés. Ce sont des légendes, des rumeurs. On est en 2025, Jules. Il n'y a pas de fantômes. Alors pourquoi personne n'ose y mettre les pieds? Parce que les gens aiment avoir peur. Parce qu'ils préfèrent croire au surnaturel plutôt que d'accepter une explication rationnelle. Et quelle est l'explication rationnelle selon toi? » Léna hésita. En vérité, elle n'en avait aucune. Mais elle ne pouvait pas l'admettre. « On le découvrira. » Ils attendirent la nuit. Pas par superstition, mais parce que Léna voulait filmer la maison dans les mêmes conditions que lors de la disparition. « Tout s'est passé de nuit, » dit-elle. « Il faut recréer l'atmosphère. » À 22 heures, il se tenait devant la porte. Elle n'était plus ouverte comme en 1965. Quelqu'un l'avait clouée il y a des années. Jules força la serrure rouillée et la porte s'ouvrit dans un grincement lugubre. L'odeur les frappa immédiatement. Pas une odeur de moisissure ou de pourriture, mais quelque chose de différent. Une odeur salée, marine, comme si l'océan lui-même avait envahi la maison. Ils allumèrent leurs lampes et entrèrent. Le couloir était exactement comme sur les photos d'archives. Les mêmes murs, le même papier peint décoloré, les mêmes cadres vides accrochés de travers. Leurs pas résonnaient sur le carrelage fissuré. « On commence par la salle à manger », chuchota Léna, bien qu'il n'y ait aucune raison de chuchoter. La table était toujours là, recouverte de poussière et de toiles d'araignée, mais toujours là, les 4 chaises, les 4 assiettes recouvertes de crasse. Et l'horloge au mur, son balancier immobile, figé pour l'éternité à 23h47. Jules installa sa caméra sur un trépied pendant que Léna explorait la pièce, prenant des notes, touchant les objets avec une fascination morbide. « Ça fait quoi d'être ici ?» demanda-t-elle à la caméra. « Dans cette maison où une famille entière a disparu il y a 60 ans, où tout est resté exactement comme ils l'ont laissé. On ressent... » Elle s'interrompit. « Quoi ?» demanda Jules. « Tu entends ça ?» Jules tendit l'oreille. D'abord rien, puis un murmure, faible, presque imperceptible. « C'est le vent », dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Le murmure continua, et lentement, très lentement, il forma des mots. « Vous êtes venu, vous avez entendu, vous allez comprendre. » Jules éteignit sa caméra d'un geste brusque. « On s'en va. »« Attends !» dit Léna, les yeux brillants d'excitation. « C'est exactement ce que je cherchais. C'est... » Elle s'arrêta net. Ses yeux s'élargirent. « Léna ?» Elle regardait fixement l'horloge. « Jules !» L'horloge. Il suivit son regard, et son sang se glaça. Le balancier bougeait, lentement, très lentement, d'avant en arrière, d'arrière en avant. Tic, tac, tic, tac. « C'est impossible, » murmura Jules. « Elle est arrêtée depuis 60 ans. Tic, tac, tic, tac. » Les aiguilles se mirent à tourner, doucement d'abord, puis de plus en plus vite. 23h48, 49, 23h59, quelque chose se produisit. Toutes les lumières de la maison s'allumèrent d'un coup. La lumière était aveuglante après l'obscurité, une lumière jaune et crue qui semblait provenir d'ampoules qui n'existaient plus depuis des décennies. Jules et Léna se figèrent, leurs ombres projetées sur les murs comme des silhouettes découpées dans du papier noir. « C'est pas possible, » souffla Jules. « Il n'y a plus d'électricité ici depuis... »« Tais-toi, » murmura Léna, et il y avait quelque chose dans sa voix. Quelque chose qui n'était plus de l'excitation mais de la peur pure. L'horloge continuait son tic-tac régulier, de plus en plus fort, de plus en plus insistant, jusqu'à emplir toute la pièce de son rythme mécanique. Et puis aussi soudainement qu'elle avait commencé, elle s'arrêta. Minuit pile. Dans le silence qui suivit,
ils entendirent autre chose. Des pas, à l'étage, lents, mesurés, le craquement distinct de quelqu'un marchant sur un plancher de bois ancien. D'abord une chambre, puis le couloir, puis les escaliers. Crac, crac, crac. « Quelqu'un est là-haut », chuchota Jules, sa main cherchant celle de Léna. « C'est impossible. On est seul. On a vérifié. » Crac, crac, crac. Les pas descendèrent l'escalier, un à un, lentement, comme si celui qui descendait savourait chaque marche, chaque seconde de leur terreur croissante. Léna et Jules reculèrent instinctivement vers la porte d'entrée, mais quand Jules tendit la main vers la poignée, elle ne bougea pas. Coincée ou verrouillée de l'extérieur, impossible. Les pas atteignirent le rez-de-chaussée, s'arrêtèrent dans le couloir, juste de l'autre côté de la porte de la salle à manger. Le silence était assourdissant. Jules sentait son cœur battre si fort qu'il était certain qu'on pouvait l'entendre dans toute la maison. Léna serrait sa main si fort que ses ongles s'enfonçaient dans sa paume. La porte de la salle à manger commença à s'ouvrir, lentement, centimètre par centimètre. Le grincement des gonds rouillés était comme un cri d'agonie. Et ils virent, d'abord une ombre, longue, trop longue pour être humaine, qui s'étendait depuis le couloir jusqu'au milieu de la pièce, déformée par l'angle de la lumière. Puis une silhouette, grande, très grande, enveloppée dans quelque chose de sombre qui flottait autour d'elle comme de l'eau ou comme de la fumée. Pas de visage, ou plutôt, quelque chose qui aurait pu être un visage autrefois, mais qui s'était dissous, fondu, comme une bougie laissée trop longtemps au soleil. Des traits à peine discernables, des yeux qui étaient des trous noirs sans fond. La chose entra dans la pièce. Elle ne marchait pas vraiment. Elle glissait, ses pieds, si c'était des pieds, ne touchant pas tout à fait le sol. Elle s'avança vers la table et s'arrêta devant la chaise vide. Puis elle parla. Sa voix était comme le murmure des vagues, comme le gémissement du vent dans les grottes, comme le chuchotement des morts sous la terre. « Vous êtes venu, enfin, après si longtemps. Qu'est-ce que vous êtes ?» La voix de Léna tremblait, mais elle parvenait encore à parler. « Qu'est-ce que vous avez fait à la famille Bellamy ?» La chose tourna ce qui lui servait de tête vers elle. Et dans ses yeux abîmes, Léna vit des choses qu'aucun être humain ne devrait jamais voir. Des profondeurs sans lumière, des âges sans nom, des espaces entre les espaces où le temps lui-même perdait tout sens. La famille Bellamy a répondu à l'appel, comme tant d'autres avant eux, comme tant d'autres après eux. « Quel appel ?» demanda Jules, trouvant enfin sa voix. « L'appel de la porte. La porte qui existe depuis avant vos villes, avant vos langues, avant même que vos ancêtres ne sortent de la mer. La porte qui attend. Qui a toujours attendu? La porte sous les vagues, murmura Léna, se souvenant des dessins de Thomas. Oui, la porte qui sépare ce qui est de ce qui devrait être, ce qui doit rester fermé mais qui parfois s'entr'ouvre. Et quand elle s'ouvre, même légèrement, nous pouvons passer. Nous pouvons appeler. Nous pouvons choisir. Choisir quoi? Ceux qui viendront. Ceux qui franchiront le seuil. Ceux qui deviendront autre chose. La créature leva une main, ou ce qui ressemblait vaguement à une main, et désigna les 4 chaises vides. Ils sont venus ici ce soir-là, la famille. Ils se sont assis. Ils ont attendu. Et à minuit, je suis venu les chercher. Ils n'ont pas résisté. Ils ne pouvaient pas résister. L'appel était trop fort. Il résonnait dans leurs rêves depuis des semaines. La petite fille. Le petit garçon. Ils me voyaient sur les falaises. Ils dessinaient à ma porte. Ils savaient. Où sont-ils maintenant? La voix de Léna était à peine audible. La créature inclina sa tête informe. Là où tous ceux qui franchissent la porte vont, dans les profondeurs, dans les espaces entre les marées, ni morts ni vivants, ni ici ni ailleurs, ils attendent, comme j'ai attendu, comme nous attendons tous. C'est un pourquoi. Pourquoi eux? Pourquoi la mer prend-elle celui-ci plutôt que celui-là? Pourquoi l'orage frappe-t-il cette maison et pas l'autre? Il n'y a pas de pourquoi. Il y a seulement le choix. Et ils ont été choisis. Jules tira sur la main de Léna. On doit sortir d'ici. Maintenant. Mais la créature se déplaça avec une vitesse impossible, bloquant la porte en un instant. Sa forme ondulait comme de l'eau troublée. Vous ne pouvez pas partir. Pas encore. Vous êtes venu chercher la vérité. Eh bien la voilà. La vérité que l'inspecteur Martin a vue. La vérité qui l'a hanté jusqu'à sa mort. La vérité que le vieil homme connaissait. La vérité que cette maison garde depuis 60 ans. Quelle vérité?
cria Léna, des larmes coulant maintenant sur ses joues, que certaines portes ne devraient jamais être ouvertes, que certaines questions ne devraient jamais être posées, que certains mystères doivent rester des mystères. La créature s'approcha d'eux. Jules voulut reculer, mais il n'y avait nulle part où aller. Ils étaient acculés contre le mur. « Mais vous êtes venus. Vous avez franchi le seuil. Vous avez entendu l'appel. Et maintenant ?» Elle tendit ses mains informes vers eux. « Maintenant, vous devez choisir. »« Choisir quoi ?» hurla Jules. « Partir et oublier. Sortir d'ici et ne jamais revenir. Ne jamais parler de ce que vous avez vu. Laisser ce mystère intact. Laisser cette maison à ses secrets. » Et si on refuse? Le silence qui suivit était plus terrible que n'importe quelle menace. Alors vous rejoindrez les Bellamy, sous les vagues, derrière la porte. Pour toujours. Léna sentit quelque chose se briser en elle. Toute son arrogance, toute sa certitude, toute sa conviction qu'il y avait une explication rationnelle à tout. Elle comprit enfin ce que d'autres avant elle avaient compris, qu'il existe des choses dans ce monde qui échappent à la raison, qui défient toute logique, qui appartiennent à un ordre plus ancien et plus terrible que tout ce que l'humanité peut concevoir. « On part, dit-elle d'une voix brisée. On part et on ne revient jamais. » La créature inclina sa tête, sage décision. Elle recula. Les lumières commencèrent à vaciller. L'horloge se remit à tourner à l'envers. Minuit, 23h59, 58. « Courez !» hurla Jules. Ils se précipitèrent vers la porte qui s'ouvrit miraculeusement. Ils traversèrent le couloir en trébuchant, sortirent dans le jardin, coururent dans la rue sans s'arrêter, sans regarder en arrière, jusqu'à ce que leurs poumons brûlent et que leurs jambes ne puissent non plus les porter. Quand ils s'arrêtèrent enfin à l'autre bout du village et qu'ils osèrent se retourner, ils virent la maison Bellamy dans l'obscurité. Toutes les lumières étaient éteintes, comme si rien ne s'était passé. Ils quittèrent Saint-Aubin-sur-Mer à l'aube. Ils ne filmèrent jamais leurs documentaires. Léna effaça toutes les vidéos qu'ils avaient prises. Jules détruisit ses notes. Ils ne parlèrent jamais de cette nuit à personne, mais parfois, dans leurs rêves, ils se retrouvaient assis à cette table. 4 chaises vides, une horloge arrêtée, et une porte qui s'ouvrait lentement sur des ténèbres sans fond. Et ils entendèrent la voix. « Vous avez choisi de partir, mais l'appel ne cesse jamais vraiment. Il résonne. Il attend, et un jour, peut-être, vous reviendrez. Tous ceux qui entendent l'appel finissent par revenir. Tous. Aujourd'hui, en 2025, la maison Bellamy existe toujours. Elle se dresse au bout de la rue des Écoles, recouverte de lierre, les volets pourris, le jardin envahi par les ronces. Les nouveaux habitants du village ne connaissent pas son histoire, ou préfèrent l'ignorer. Mais les anciens savent. Ils savent qu'il ne faut pas s'approcher après la tombée de la nuit. Ils savent qu'on y voit parfois de la lumière aux fenêtres. Ils savent qu'on y entend des voix, 4 voix qui appellent, qui supplient, qui cherchent à revenir d'un endroit d'où personne ne revient jamais. Et ils savent que sur les falaises, certaines nuits de brume, on peut voir une silhouette, immobile, observant, attendant, choisissant, parce que la porte sous les vagues ne se ferme jamais vraiment. Elle attend. Elle attend depuis le commencement, et elle attendra jusqu'à la fin. Épilogue. Dans les archives de la préfecture de Caen, dans un dossier poussiéreux marqué « Affaire non résolue » 1965, il y a une note manuscrite de l'inspecteur Martin. Une note qu'il a écrite 3 jours avant de demander sa mutation. Une note que personne n'a jamais lue vraiment parce qu'elle est en latin, une langue qu'un simple inspecteur de police de province n'était pas censé connaître. Elle dit ceci: « Sunt quedam que non sunt cognoscenda, sunt portae que non sunt aperiendae, sunt profundita quae nos vocant, et si audimus amitimus omnia, familia Bellamy audivit, et nunc sunt transportam, in tenebris, ubi mare et caelum, et tempus ipsum cessant esse. Deus nos servet abisque subundis morantur. » Ce qui signifie, il y a des choses qui ne doivent pas être connues, il y a des portes qui ne doivent pas être ouvertes, il y a des profondeurs qui nous appellent, et si nous les écoutons, nous perdons tout. La famille Bellamy a écouté, et maintenant ils sont de l'autre côté de la porte, dans les ténèbres, où la mer et le ciel et le temps lui-même cessent d'être. Que Dieu nous protège de ce qui demeure sous les vagues. Au bas de la page, d'une écriture tremblante, il a ajouté une dernière ligne. « J'ai entendu l'appel et je sais que je reviendrai. » L'inspecteur Martin mourut en 1989. On le retrouva noyé dans la Seine, bien qu'il fût un excellent nageur.
Dans ses poches, on trouva un billet de train pour Saint-Aubin-sur-Mer et un dessin froissé, un dessin d'enfant montrant une porte noire et des vagues. Le coroner conclut à un suicide. Mais ceux qui savent, ceux qui ont entendu l'appel, savent qu'il n'est pas parti de son plein gré. Il a simplement répondu, comme tous ceux qui entendent l'appel finissent par répondre. Tôt ou tard. Fin note de l'auteur. Cette histoire est basée sur des événements réels survenus à Saint-Aubin-sur-Mer en 1965. Les noms ont été changés, les faits demeurent. La maison existe toujours. Et si vous passez par là, ne vous approchez pas après la tombée de la nuit. Ne regardez pas trop longtemps vers les falaises. Et surtout, si vous entendez un murmure qui semble venir des profondeurs, ne l'écoutez pas. Certaines portes doivent rester fermées.